Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 5. Depuis que Samuel avait appris l'existence de sa tante Emma West, il se posait beaucoup de questions. Comment allait-il la retrouver à Melbourne ? Était-elle toujours vivante ? Et pourquoi sa mère ne lui en avait-elle jamais parlé ? Autant d'interrogations auxquelles il n'avait pas de réponse. Elle lui trottait dans la tête sans l'empêcher de faire son travail. Le bateau continuait sa route et longeait maintenant les côtes africaines. Un vent chaud soufflait en continu dans les voiles et les faisait gonfler comme si c'étaient des moitiés de montgolfières. Le spectacle était magnifique. Samuel ne se lassait pas d'admirer le travail des matelots sur les vergues. Ils étaient si agiles. Il les enviait un peu. Il était là, le nez en l'air, à rêvasser en train d'enrouler une corde, quand il entendit le cuisinier derrière lui s'approcher. Il le reconnaissait à son pas traînant et lourd. « Dans le temps, j'aimais bien grimper tout en haut. La vue y est extraordinaire, on a l'impression de voler. » Samuel se retourna et essaya de se représenter l'homme en train d'escalader les cordages. Il eut du mal. Dès qu'il faisait un effort, M. Smith soufflait comme un bœuf, la transpiration coulait sur son front et il virait rapidement au rouge coquelicot. M. Robinson s'approcha et M. Smith reprit. « Tu te rappelles, Noah, quand on faisait des courses pour savoir qui était le plus rapide pour arriver en haut ? » ?»« Ah, c'était le bon vieux temps, mon ami. Oh, maintenant on est trop rouillé pour ce genre de folie. » Samuel observait les deux hommes. Il savait qu'ils avaient l'habitude de naviguer ensemble, mais il ne s'était pas imaginé qu'ils cultivaient une amitié de longue date. Pourtant, c'était logique. Loin de tout et de sa famille, il fallait bien se raccrocher à quelqu'un. Le charpentier poursuivit. « Samuel, c'est à ton tour d'y aller. Moi, je ne peux plus monter, je suis trop vieux. Un des gars m'a dit qu'il y avait un problème sur la dernière vergue sur le grand mât. Prends quelques outils et va regarder. » Samuel frissonna, à la fois de plaisir et de peur. Il n'était jamais monté quelque part, à part peut-être de temps en temps sur un arbre dans un des parcs de la ville. M. Robinson lui proposait soudainement une chose qu'il avait toujours rêvé de faire. Il savait que ça arriverait tôt ou tard. Quand il allait flâner sur le port pendant ses jours de congé, il s'était toujours demandé quelle sensation les matelots avaient lorsqu'ils se déplaçaient sur cette toile d'araignée géante. Ça avait l'air si facile. Et vous croyez que j'en suis capable ? Enfin, j'ai jamais essayé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais grimpé nulle part. Bah, c'est sûr que si tu restes sur le pont, tu ne le sauras jamais. Il faut bien commencer une fois. De toute façon, je ne te laisse pas le choix. Allez, un des matelots va t'accompagner pour la première fois. C'était déjà la fin de l'après-midi. Le soleil avait brillé toute la journée et entamait sa descente sur l'horizon. Il faisait encore chaud. Le matelot Parker était l'une des vigies du bateau. Il était chargé de surveiller et de prévenir le moindre problème ou changement inhabituel. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il avait signalé d'une voix forte « Bande de dauphins, bâbord !» Le spectacle des culbutes de ces drôles de poissons avait émerveillé les passagers. Chaque saut acrobatique était ponctué de « Oh ! Ah !» Les dauphins semblaient beaucoup s'amuser à sauter dans les vagues laissées par le sillage du bateau. Samuel enviait leur liberté, manger, dormir et se divertir. C'était peu de soucis. Il avait essayé de graver dans sa mémoire ce qu'il avait vu pour ensuite le rapporter à Elisabeth. Elle en avait peut-être déjà vu lors de son précédent voyage, mais qu'importe, il aimait bien partager avec elle. M. Smith regarda Samuel. « Bah, j'espère que tu n'auras pas le vertige ?» Samuel ne voulait pas passer pour un peureux, mais il répondit quand même avec franchise. « Je sais pas, monsieur. Et si j'ai le vertige, il faut que je redescende. » « Bah, surtout pas. Tu t'accroches, tu respires et tu continues. Il ne faut pas abandonner à la première difficulté. Oui, parfois c'est dur, mais ça vaut le coup, crois-moi. » Il jeta encore un regard au cuisinier et écouta les explications de la vigie. « Vous restez derrière moi, vous faites comme moi et vous ne lâchez surtout pas, parce que sinon vous vous retrouverez au fond de la mer en moins de 2. » Samuel déglutit lentement et péniblement. Smith et Robinson le regardaient. Le charpentier lui fit signe de la main pour l'encourager. Parker avait déjà les pieds sur le bastingage et agrippait l'échelle de corde. Il commença son ascension.
Il donnait l'impression qu'une main géante, invisible, l'avait projeté au niveau de la première voile, tellement il allait vite. Samuel s'agrippa au cordage, ferma les yeux, mais un ricanement se fit entendre. « Ah ah ah! Alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain, poule mouillée ?» Personne n'avait remarqué l'arrivée de M. Blackburn. Il se tenait à quelques mètres de Samuel. M. Robinson s'interposa. « Laissez-le tranquille, M. Blackburn. Il est sous ma responsabilité. » « Mais regardez ce mioche, c'est qu'un minable. Il ne va jamais y arriver, » se moqua l'homme. M. Robinson ne se laissa pas démonter par l'arrogance de Blackburn. « Faut bien commencer une fois. Rappelle-toi, Chester. Quand tu as débuté, tu n'emmenais pas large. »« Je vous interdis de m'appeler par mon prénom. Je suis votre supérieur, » siffla Blackburn entre ses dents. « Je dépends directement de M. Morgan, le capitaine, monsieur, » répondit calmement Noah Robinson, en se redressant les mains dans les poches. « Si vous avez un problème avec ça, vous n'avez qu'à lui en parler. » M. Blackburn fulminait. En partant vers sa cabine, il cria « Ça ne se passera pas comme ça, je vous le garantis !» Samuel avait toujours les pieds sur le bastingage. Il n'en revenait pas. M. Robinson venait de tenir tête au quartier-maître. Il devait monter maintenant. Le sommet lui paraissait bien loin. Il leva les yeux vers le ciel, souffla un bon coup et commença son ascension. Il essaya de faire comme Parker, mais il était évidemment bien moins agile. Les cordes étaient rugueuses et lui sciaient la paume des mains. Plus il montait et plus ça tanguait. Samuel serrait fort et ne lâchait pas. À plusieurs reprises, il dérapa et se retrouva avec les pieds suspendus dans le vide. Il arriva juste en dessous du trou du chat, une petite ouverture qui lui permettait de se hisser sur la hune. Il transpirait à grosses gouttes malgré le vent qui lui sifflait dans les oreilles. « Vous vous en sortez bien, » lui dit Parker, debout les mains sur les hanches, en rien perturbé par le roulis du bateau. « Mais il faut que vous restiez collé au cordage. Si vos bras restent droits comme des piquets, c'est plus difficile et vous risquez de tomber. » « Oui, merci, j'avais remarqué, » haleta Samuel. Il avait les bras enroulés autour du mât et se demandait ce qui lui avait pris d'accepter ce poste. « Il nous reste encore à passer 4 voiles. Celle-ci s'appelle la grande voile, celle en dessus de nous, le grand hunier, et puis il y a le grand volant, le grand perroquet et le cacatois. Allez, on continue !» Et il reprit aussitôt sa montée, ne laissant pas de répit à Samuel. L'ascension parut durer une éternité au garçon. L'effort était considérable et il se concentrait pour faire ce que Parker lui avait conseillé. Ses jambes tremblaient et ses bras lui faisaient mal. Il n'osait pas regarder en bas de peur de découvrir qu'il avait le vertige. Et si tout d'un coup il tombait et disparaissait dans les flots, qui se souviendrait de lui ? Peut-être M. Robinson ou M. Smith ou Elizabeth. Et encore, personne ne l'attendait nulle part. Il se mit à prier. S'il y avait bien quelqu'un à ce moment précis qui pouvait l'entendre, c'était Dieu. « S'il te plaît, aide-moi, je n'ai pas le courage de continuer et j'ai peur de tomber si je redescends. » Il attendit quelques secondes en fermant les yeux, espérant secrètement qu'un miracle se produise et qu'il se retrouve d'un seul coup au sommet du mât. Quand il ouvrit les yeux, il était toujours à la même place. Alors déçu, il se mit à crier en regardant le ciel parsemé de petits nuages blancs. Pourquoi t'es jamais là ? Pourquoi tu m'aides pas ? Mais pourquoi je me retrouve sur ce bateau à je ne sais pas combien de mètres de hauteur à tanguer comme un idiot ? Je devrais être à la maison avec maman. Et pourquoi tu l'as pas sauvée ? Les larmes ruisselaient sur ses joues. Il ne pouvait même pas essuyer la morve qui lui coulait du nez de peur de lâcher le cordage. C'est alors que le vent, qui soufflait fort, se calma et se changea en brise légère, caressant le dos de Samuel. Un sentiment de paix l'envahit, séchant peu à peu ses larmes. Au fond de son cœur, une voix s'éleva. « Je suis là, même au milieu de l'océan, perché sur ton mât. Ne t'inquiète pas. » Avait-il des hallucinations ? Ou Dieu était-il bien en train de lui parler ? Il commençait à avoir des crampes. Il ne pourrait pas rester encore longtemps accroché entre ciel et terre. Il fallait qu'il fasse un choix. Soit il faisait confiance, soit il se débrouillait tout seul. Sa décision ne fut pas longue à prendre. Il choisit la confiance. Et c'est comme si, tout d'un coup, de nouvelles forces lui étaient données. Il regarda de nouveau vers les hauteurs. Il ne restait pas beaucoup à grimper. Parker l'attendait patiemment. Il prit son courage à deux mains
et arriva enfin en haut. Il s'installa à côté de Parker et regarda. La vue était à couper le souffle. La mer s'étendait à perte de vue. Le soleil qui avait terminé sa course allait disparaître à l'horizon. On aurait dit qu'un voile rouge flamboyant avait été déposé dans le ciel. La première étoile, l'étoile du berger, se dessinait dans le crépuscule. Quel spectacle unique et grandiose! Le brouhaha continu du bateau avait disparu. Seul le grincement du gréement dans le vent les entourait. « Ça en valait la peine, n'est-ce pas ?»« Ah ouais, je n'en reviens pas d'avoir réussi. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. » « Beaucoup abandonnent avant même d'arriver à la grande voile. Tu es courageux. » Parker lui donna une tape dans le dos et Samuel faillit dégringoler. « Je n'étais pas tout seul, » dit pensivement Samuel. « Ah bon? Et pourtant il me semblait que tu n'avais pas Blackburn à tes fesses, plaisanta Parker. »« Non, j'ai prié et Dieu était avec moi. » Parker se mit à rire et d'un air moqueur lui dit « Parce que tu crois à ces bêtises, mais c'est des trucs de femmes. » « Moi j'y crois, » répliqua Samuel. Il s'était passé quelque chose tout à l'heure, et il était sûr que c'était pas le fruit de son imagination. Parker changea de conversation. Il n'était pas à l'aise avec ce sujet. « Tu as regardé en bas ?» Solidement accroché, Samuel jeta un coup d'œil. Il n'avait pas mesuré l'effort qu'il avait accompli. Tout était minuscule et il se sentit attiré par le vide. Il agrippa encore plus fermement le cordage. Il ne voulait pas tester le saut de l'ange. Finalement, la réparation n'était pas si compliquée et il fut assez content de pouvoir le faire sans même l'aide de Parker. Le moment était venu de redescendre. Samuel, qui pensait qu'il avait fait le plus difficile, ne fut pas au bout de ses peines. Il aurait volontiers demandé une paire de bras supplémentaires pour faciliter sa descente. Lorsqu'il posa les pieds sur le pont, il s'accroupit en prenant de grandes inspirations. Parker lui tendit la main et tout en le relevant, il lui dit « Félicitations, tu remontes quand tu veux. » Samuel acquiesça, mais n'était pas sûr de vouloir recommencer de sitôt. Il avait fourni tellement d'efforts qu'il était vidé de son énergie. Il n'avait qu'une envie, se coucher dans son hamac et dormir. Mais il avait promis à Elisabeth de passer un moment avec elle. Lorsqu'il arriva dans la cale, il trouva son amie adossée à un tonneau, le regard dans le vide. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah, je sais pas. Le temps est si long ici, l'air frais et la lumière me manquent. Au moins, au pensionnat, je pouvais sortir. » Une idée germa dans la tête de Samuel. « Je crois que je peux faire quelque chose. Attends-moi, je reviens. » Il se précipita dans le quartier des matelots et prit ses seuls habits de rechange. Il réussit à trouver aussi un bonnet. De retour dans la cale, il tendit les habits à Elisabeth. « Enfile-les! Mets tes cheveux dans le bonnet. Il ne faut pas qu'on puisse voir que tu es une fille. Il fait nuit dehors. Normalement, personne ne fera attention à nous. Je crois que je sais où je vais t'emmener. J'ai repéré un endroit quand j'étais tout en haut du mât. » Elisabeth ne se le fit pas dire 2 fois. « Retourne-toi, je ne veux pas que tu me regardes me changer. » À force d'être entassés les uns sur les autres, Samuel avait oublié le concept d'intimité. « Tu es allé sur le grand mât, mais tout seul? Mais qui t'a autorisé et t'as eu peur ?»« Je te raconterai. Tu es prête? »« Oui. Alors, t'en penses quoi ?» Elisabeth ressemblait à un jeune mousse. Elle avait à peu près la même taille que le jeune garçon et le pantalon et la chemise lui allaient. De nuit, l'illusion serait parfaite. « Suis-moi !» Ils avancèrent dans la pénombre. À chaque fois qu'ils pensaient croiser quelqu'un, ils se cachaient dans un recoin et attendaient que le danger passe. Ils arrivèrent vers la cuisine et l'atelier. Sur les roufs, il y avait 3 chaloupes, des petites barques de sauvetage. Une échelle collée à la baraque permettait d'y accéder. Ils montèrent sans bruit. Samuel déplaça un peu la bâche qui recouvrait une des chaloupes et ils se glissèrent à l'intérieur. On entendait au loin le son d'un harmonica et quelques personnes qui chantaient une chanson triste. L'air était doux et pas un seul nuage à l'horizon. Ils s'installèrent au fond de la barque, couchés sur le dos. La lune n'était qu'un fin croissant et des milliers d'étoiles constellaient le ciel. Elisabeth soupira. « Merci Samuel, tu ne peux pas imaginer comme je me sens bien. Que c'est beau !»
Samuel avait souvent contemplé la voûte céleste depuis le début de son voyage, mais pouvoir partager ce moment avec son ami lui donnait une autre saveur. Le silence s'était installé, mais ce n'était pas gênant. Élisabeth pointa son doigt. « Tu vois, là-bas, ces 2 groupes d'étoiles, on dirait des sortes de petits nuages. » Samuel chercha un moment et finit par les distinguer. « Dans ma tribu, il y a une légende. Le grand nuage et le petit nuage sont les camps d'un vieil homme et d'une vieille femme trop âgés et trop faibles pour chasser et cueillir leur nourriture. L'espace entre les 2 nuages représente le feu pour faire cuire les aliments. Les jeunes, représentés par les étoiles, attrapent des poissons et cueillent des bulbes de nénuphars dans la rivière céleste. C'est cette longue traînée d'étoiles qui fait penser à une tache de lait. Ensuite, ils les apportent au vieux couple qui les fait cuire. Près de là, il y a une étoile très brillante et elle représente leur repas. On chantait cette légende pour se rappeler qu'il faut bien prendre soin des personnes âgées. » Samuel était fasciné. Il avait bien entendu quelquefois des histoires le soir lors des veillées, mais elles parlaient davantage de sorcières et de fantômes. Rien à voir avec les étoiles. « Tu aimais vivre en plein air ?» demanda Samuel. « Ah oui, plus que tout. Tu verras, quand tu arriveras en Australie, si tu vas dans le bush, le territoire qui sont un peu éloignés de la mer, tu seras étonné par les grands espaces. Aussi loin que tu regardes, il y a de la nature à perte de vue. » « Ça ressemble au paysage de l'Angleterre ? » ?»« Oh non, la terre est rouge et sèche. Il y a des arbres qui s'appellent des eucalyptus. Ils sentent très fort. Quand tu tousses, tu mets les feuilles à bouillir dans de l'eau et tu respires la vapeur. Ça aide à dégager tes poumons. Et il y a toujours plein de koalas dans leur feuillage. »« C'est une fleur, le koala ?» Élisabeth se mit à avoir un fou rire. Samuel essayait de lui dire que si elle riait trop fort, elle allait rameuter tout le monde. Entre 2 hoquets et en se mordant les lèvres, elle expliqua. « Non, le koala est un petit animal, un peu plus gros qu'un chat. Il est gris et blanc avec une fourrure toute douce et de grandes oreilles toutes rondes. Quand on le regarde, il est vraiment mignon. Mais si tu l'embêtes, il peut te griffer fort. » Il connaissait les chevaux, les pigeons, les chiens errants, les chats et les rats. Et il avait vraiment de la peine à s'imaginer quelle tête un koala pouvait avoir. Le temps filait. Ils auraient pu rester là toute la nuit. Et Samuel aurait pu passer des heures à poser des questions sur ce pays qui allait bientôt devenir le sien. Il n'avait d'ailleurs pas encore raconté ses exploits de la journée. Ah, une autre fois. À contre-cœur, ils décidèrent de retourner chacun dans leur quartier, en se promettant de revenir dans leur cachette aussi souvent que possible.